Les FRDC dénoncent la nouvelle technique de l'armée rwandaise aux portes de la RDC. Déguisés en nouvelle tenue, des centaines d'hommes ont été identifiés le long des frontières. Visite du roi de Belge en RDC, des jeunes de la structure Lisanga Lumumba exigent du roi Philippe le pardon au regard des atrocités qu'ont vécues nos ancêtres du temps du roi Léopold II. Et en sport, c'est presque la fin du contrat avec Hector Cooper. La défaite contre le Soudan a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Serge Condé reproche au technicien argentin des manquements à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Des nouvelles accusations viennent d'être formulées contre le Rwanda par les autorités congolaises. Dans une communication de mercredi, le porte-parole du gouverneur militaire, le général Sylvain Ekenge, alerte l'opinion sur la nouvelle stratégie pensée par le Rwanda pour dissimuler puis infiltrer ces éléments sur le territoire congolais. Depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert-noir. Et après, il devrait faire face à la justice devant la Cour de cassation ce 13 juin. Dans le dossier Bukangalozo, le sénateur Matata Ponyo se dit confiant en la justice congolaise. Son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement dénonce l'acharnement politico-judiciaire sur leur leader. Invité à comparaître le 13 juin 2022 au parquet général près la Cour de cassation dans les dossiers de Bukangalozo, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement monte au créneau pour dénoncer un acharnement politique de leur leader. C'est dans une déclaration signée par le secrétaire général Franklin Chamala. Le parti politique du sénateur Matata Ponyo réaffirme sa foi en une justice indépendante, gage de l'élévation de la nation. Elle rappelle à l'opinion nationale et internationale que le dossier actuellement fixé devant la Cour de cassation a déjà fait l'objet d'un procès devant la Cour constitutionnelle. Cette dernière a même pris une décision de justice rendue en premier et dernier ressort, laquelle décision a du reste été publiée par le journal officiel de la République démocratique du Congo, tout en rappelant que l'article 168 de la Constitution, qui est la loi suprême de la RDC, à son alinéa premier, dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives
et juridictionnels, civils et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Le parti politique de Matata Ponyo relève ainsi la violation non seulement de la Constitution, mais aussi du principe sacro-saint dans la procédure pénale, nobis in idem, en vertu duquel le même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions distinctes. Au regard de toutes ces violations, le LGD exige la fin de l'acharnement politique contre le sénateur Matata Ponyo, demande ainsi la restauration sans délai des immunités parlementaires de son président national, le sénateur Matata Ponyo, et de sa liberté de mouvement, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et après le lancement des travaux d'installation de quelques entreprises dans la zone économique spéciale pilote de Maluku, le gouvernement congolais vient de disponibiliser 20 millions de dollars américains pour aménager la dite zone. La signature des contrats de viabilisation d'infrastructures physiques de base entre l'agence de zone économique spécialisée et les entreprises China Guangdong et Ray Group ont eu lieu ce jeudi à Kinshasa. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie qu'intervient la signature des contrats de viabilisation d'infrastructures physiques des bases entre l'Agence des zones économiques spéciales et les entreprises China Guangdong Provincial, CGCD pour le génie civil et Ray Group pour le génie électrique. Un sentiment de satisfaction pour le président de la République qui, depuis le mois de février, nous a instruit 5 fois pour que la zone économique spéciale de Maluku soit opérationnelle. Le gouvernement avait débloqué 20 millions de dollars pour devoir réaliser des travaux de génie civil et de génie électrique. Et ces contrats ont été approuvés par le Premier ministre. Nous pensons qu'à partir de maintenant, l'État va réaliser les travaux d'infrastructure dans la zone, mais en même temps, les entreprises vont commencer à pousser dans la zone. Et le président de la République sera convié à Maluku, non pas pour poser la première pierre, je l'ai dit, mais ça sera pour voir les travaux qui sont déjà en chantier et il ne posera que la pierre de bénédiction des travaux. Pour Julien Paluku Kaongia, désormais, l'industrie doit être un facteur de paix et de stabilité à l'est de la RDC. De la même manière que la zone de Maluku est maintenant en train de démarrer effectivement, le chef de l'État a insisté pour qu'une autre zone soit développée à l'est du pays pour essayer un peu de résorber le chômage, permettre à ce que les jeunes qui se font recruter, peut-être dans les mouvements armés, puissent être attirés par la présence de cette zone économique spéciale. Avec cette signature des contrats, l'industrie se veut un véritable poumon pour l'économie de la RDC. Bonne gouvernance et redressement des finances publiques congolaises sont les raisons qui ont motivé plusieurs invités de marque à être reçus à l'inspection générale de finances par l'inspecteur chef de service Jules Alinguete. Tour à tour, le vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme et le nouveau gouverneur du Congo central sollicitent l'accompagnement de l'IGF dans leur mandat. C'est une journée sans repos à l'inspection générale des finances, où l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete a d'abord reçu le vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme Paul Ntsapou. Pendant 30 minutes, l'hôte de marque est venu féliciter le travail abattu par l'IGF pour son implication dans la lutte contre l'impunité et a promis d'être porte-parole de cet organe au niveau international. Je viens donc encourager ce service, encourager le responsable et partant essayer d'être le porte-voix au niveau de la population, au niveau des acteurs internationaux. Ensuite, c'est le tour du nouveau gouverneur du Congo central, Guy Badou, d'être reçu par Jules Alinguete. Le nouveau chef de l'exécutif provincial du Congo central est venu solliciter l'accompagnement de l'IGF, étant donné que la bonne gouvernance sera un des piliers majeurs de son mandat. Et je considère comme étant l'un de nos premiers champions en termes de bonne gouvernance, sinon le champion par excellence de la bonne gouvernance. Et bientôt, nous allons être invités à prendre nos fonctions. Et pour nous, c'était important de manière symbolique. La bonne gouvernance va être l'un de nos piliers de notre action. Et donc, pour cela, l'accompagnement de l'inspectorat est primordial. Depuis près de 2 ans, l'IGF travaille. L'inspection générale des finances a promis d'accompagner le nouveau gouverneur
pour qu'il réussisse sa mission. Et nous sommes aussi très contents de voir sa ferme volonté d'implémenter la bonne gouvernance dans sa province. C'est sur la note de satisfaction que les deux audiences se sont soldées. Le roi des Belges, Philippe, doit demander pardon au peuple congolais pour les crimes de l'époque coloniale dont étaient victimes nos ancêtres sous le règne de Léopold II. C'est en tout cas ce qu'exigent les jeunes de la structure Lisanga Lumumba. Ils l'ont dit dans une déclaration lue ce jeudi. Votre Majesté, nous avons suivi votre expression des regrets au peuple congolais. La question est de savoir pourquoi regretteriez-vous, vous qui vantiez partout au monde que vous nous aviez civilisés, c'est-à-dire éduqués, appris à parler, à s'habiller, manger et boire. Quant à nous, peuple congolais, nous n'éprouvons pas de regrets, mais souffrons de l'intérieur comme de l'extérieur de vos abus et crimes, viols de nos mamans, les mains coupées, assassinats et toutes sortes de nos ressources et objets de valeur dont le masque Kakungu restitué en est la preuve irréfutable. Ce que nous accepterons de vous, c'est de demander pardon et de réparer tous les habits et toutes les atrocités que vous avez fait subir à nous et à nos aïeux. Et c'est là, à ceux qui sont habilités, qui vous orienteront sur comment faire la dite réparation. Le faire à d'autres qu'à ceux qui sont habilités sera nul et de nul effet et fera que vous ne soyez plus le bienvenu en RDC. Votre Majesté, nul n'est question de travailler, vous et nous, sur le passé colonial, car déjà, nous ne partageons pas le même passé. Vous êtes les bourreaux, nous sommes des victimes. Vous savez comment vous nous avez fait souffrir et nous savons comment nous avons souffert. La seule chose qui nous mettra d'accord, c'est la demande du pardon et la réparation des crimes à l'égard du peuple congolais. En 1960, vous avez assassiné notre indépendance en assassinant Lumumba, Polo et Okito. Malheureusement, c'est ce que vous comptez refaire aujourd'hui. Dénoncé par Lumumba, votre plan machiavélique de balkanisation de la RDC, nous vous exigeons qu'à votre passage dans la partie est du Congo, vous mettiez fin à votre plan de balkanisation. Et à l'occasion des préparatifs de la visite papale en République démocratique du Congo, le député national Josué Mufula a profité de ses vacances parlementaires pour visiter les sites choisis pour l'accueil du Saint-Père. Toujours proche de sa base et très réceptif, le jeune notable du Nord Kivu, Josué Mufula, a accordé plusieurs audiences à ses électeurs, notamment les syndicats des enseignants et le comité urbain du mouvement des scouts. Dans sa présence ici à Goma, dans le cadre des concours qu'il a organisé, nous avions sollicité et cela nous a permis d'être avec lui, non seulement pour lui présenter nos sincères remerciements par rapport à ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse de la province du Nord Kivu dans le cadre de l'éducation, mais également comme syndicaliste, nous avions voulu non seulement lui montrer qu'il devrait rester seulement serein auprès des élèves, mais il serait mieux aussi de prendre en compte et en considération le desiderata des enseignants du Nord Kivu. Lorsqu'on investit dans l'éducation des enfants, on investit pour un développement durable. Ce n'est pas un développement éphémère. Et tout le monde a assisté ce qui a été fait. Les écoles ont été primées, les élèves ont été primés, les écoles eux-mêmes des manuels. Et nous pensons que l'honorable ne devrait pas se limiter à cela. Il devrait aussi prendre en compte et en considération non seulement les doléances des enseignants de la province, où nous reviendrons avec tous les comités représentant les enseignants du Nord Kivu, mais c'était encore une occasion pour lui présenter que les enseignants avaient aussi besoin de son accompagnement. L'occasion faisant les larrons, le député national Josué Mufula a profité de son séjour à Goma, a tenu à visiter les sites aménagés dans les territoires de Nyiragongo, où le pape François dira la messe lors de son voyage en RDC au mois de juillet prochain. La RDC a pris part à la célébration du cinquantenaire de la conférence internationale de l'environnement à Stockholm en Suède, un événement qui coïncide avec les 50 ans de l'action environnementale à la RDC, occasion pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, de présenter la RDC comme pays solution. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a conduit une délégation du 2 au 3 juin 2022 à la commémoration du cinquantenaire de la conférence internationale sur l'environnement à Stockholm, en Suède. Cette conférence avait pour thème Stockholm plus 50, une planète saine pour la prospérité de toutes.
et tous notre responsabilité, notre chance. Cet événement vise à servir de tremplin pour accélérer la mise en œuvre de la décennie d'action des Nations Unies en vue d'atteindre les objectifs du développement durable. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver devant vous pour la commémoration des 50 ans de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Cet événement heureux coïncide avec les 50 ans d'existence de l'action environnementale dans mon pays et la création du portefeuille de l'environnement et la protection de la nature. Face à la triple crise planétaire, le changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la RDC se présente désormais comme pays solution. Dans une approche contributive, nous présentons notre potentiel forestier, nos tourbières, nos minéraux stratégiques et nos ressources en eau comme une solution à cette crise mondiale. Ceci en vue d'atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius et nous adapter à la nouvelle donne du climat. Rappelons que c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a procédé à l'ouverture de cette réunion de haut niveau. Et puis le secrétaire général de l'économie nationale, Célestin Tuite, était devant la presse pour plus d'explications au sujet du réajustement des prix de carburant qu'il juge inévitable. C'est au cours d'un point de presse que le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuite, a expliqué les paramètres pris en compte dans le réajustement des prix des carburants à la pompe, ainsi que les efforts fournis par le gouvernement congolais dans sa politique de préserver le pouvoir d'achat de la population. Les fournisseurs ne sont pas les mêmes dans les trois zones. Et que les prix d'achat dans les trois zones diffèrent d'une zone à une autre. Et c'est pourquoi le gouvernement a décidé, chaque fois qu'il y a réajustement des prix, de publier les prix de la zone ouest en tenant compte des prix fournisseurs de l'ouest, les prix de la zone sud en tenant compte des fournisseurs des pétroliers du sud, et les prix de l'Est en tenant compte des fournisseurs de pétroliers de l'Est. À titre illustratif, à Kinshasa, le prix du litre d'essence à la pompe serait en réalité à 4 834 francs au lieu de 2 345 francs. C'est ce qui résume que sur chaque litre de carburant vendu, le gouvernement prend en charge 2 489 francs. Le gouvernement de la République fournit beaucoup d'efforts que nous avons les prix qui sont affichés aujourd'hui. Par rapport à ça, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis par l'État congolais. La surchauffe internationale du pétrole n'offrant aucune perspective d'accalmie, le ministère de l'économie nationale envisage un recours à l'ajustement par palier afin de se rapprocher le plus possible de la vérité du prix des différents carburants sur les marchés intérieurs. Consultation sur les zones prioritaires des projets du Fonds de cohérence pour la stabilisation des provinces de l'Ituri, le Nord et Sud Kivu. L'atelier ouvert hier s'est clôturé ce jeudi. Cet atelier de consultation sur les zones prioritaires des projets du Fonds de cohérence pour la stabilisation a réuni à Goma les autorités des provinces de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu. Le coordonnateur national du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation Tommy Tamboué a souligné que les priorités de ce programme sont focalisées sur 5 piliers. Le dialogue, la réconciliation, la restauration de l'autorité, mais également des questions liées au problème que nous appelons la résilience, le développement communautaire. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général Romy Ekouka, qui a pris la parole au nom des gouverneurs de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, a remercié les partenaires du gouvernement congolais pour avoir disponibilisé ces fonds. Nous remercions donc la coordination du PDD RCS avec l'unité de stabilité de la MONUSCO qui a daigné réaliser cet atelier. Cet atelier a été financé par l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO PNUD. Son coordinateur, M. Caleb Ibrahim, a précisé qu'un seul projet ne peut pas résoudre tous les problèmes et que d'autres projets
pourront venir en appui aux initiatives actuelles. Je vous assure qu'une fois qu'un projet ou une initiative commence dans une zone, on va prendre ça comme un point de départ, mais aussi une cause et une raison pour faire un plaidoyer additionnel. Et puis le gouverneur de la province de l'Équateur a présidé une réunion de sensibilisation des chefs de quartier et des rues, ainsi que des leaders communautaires. L'objectif est l'éradication de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur et la mise en application des mesures d'hygiène. Le gouverneur de province de l'Équateur, Boloko Bolombu, a présidé ce mercredi 6 juin 2022 en Bandaka, dans la salle de réunion du gouvernorat dénommée Bébé Iyongo, une importante rencontre de sensibilisation sur l'épidémie de la maladie à virus d'Ebola, à l'intention de chefs de quartier et de riz, mais aussi de leaders communautaires en présence de partenaires financiers du secteur de la santé et de cadres de l'administration publique. L'objectif poursuivi est d'amener tout le monde à adhérer sur les efforts à conjuguer ensemble dans la riposte contre cette maladie dans la province de l'Équateur. Donc, elle ignore que la ville de Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, est touchée par la maladie à virus Ebola depuis le 23 avril 2022, date à laquelle le gouvernement de la République, par le truchement du ministre de la Santé publique, Prévention et Hygiène, avait annoncé officiellement cette 14e épidémie. Ainsi, pour casser la chaîne de transmission, plusieurs actions sont mises en place par les professionnels de santé publique pour une meilleure appropriation et cela doit être respecté et appliqué dans vos juridictions respectives. Le chef de quartier et de riz, souvent oublié par le régime passé et qui se voit responsabilisé aujourd'hui par le gouverneur Boloko, ont pris le ferme engagement de soutenir les actions du développement sous l'impulsion de ce dernier. Et en séjour à Kolwezi dans le Lualaba, le directeur général de la RSP a échangé avec plusieurs couches de sous-traitance œuvrant dans le secteur minier à la direction provinciale du Lualaba, l'heure et à la matérialisation de la mise en application de la loi 17/001 fixant les règles applicables dans le secteur privé. Le bureau de la Direction générale de l'autorité de régulation de sous-traitance dans le secteur privé, section Lualaba, est le lieu idéal d'échange entre cette institution de l'État et les couches de sous-traitants du Lualaba. Une journée sans repos pour le directeur général de la RSP qui y a tendu son oreille attentive pour écouter les doléances afin de proposer les pistes de solutions à ces derniers. Tour à tour, les clubs de sous-traitants représentés par Joyce Mali, la secrétaire générale, et autres sous-traitances ont parlé le même langage pour l'intérêt du Congolais. C'était de transmettre les doléances des sous-traitants. Nous avons parlé avec le directeur et nous voulons être sur le terrain pour des résultats concrets. Juste après, une réunion s'est tenue dans la salle de conférence de la RSP Lualaba avec le président de la Fédération des entreprises du Congo, section Lualaba, FEC en sigle. Et après sa nomination comme Premier ministre, la Fondation katangaise a organisé ce mercredi à Lubumbashi une messe d'action de grâce pour Jean-Michel Samalukonde, un soutien important pour continuer sous la protection divine à répondre aux attentes de la population congolaise. Comment dire merci à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour tous les bienfaits connus et anonymes à l'endroit de leur digne fils Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, à l'occasion de l'an 1 depuis sa prise de fonction. Les représentants des associations membres de la Fondation katangaise se sont retrouvés dans la soirée de ce mercredi 8 juin 2022 dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi pour une messe d'action de grâce. L'officiant du jour a salué l'acte de reconnaissance dont fait montre la Fondation katangaise pour la grâce faite à l'un de ses fils. Trop peu retournent à Dieu pour lui dire merci. Présent, le président de la Fondation katangaise
a rappelé que les Katanga est une famille. Vous savez, Sama, c'était un digne fils de la Fondation Katangaise. Vous voyez, quand on parle de Sama, il faut aussi voir à son père, Stéphane Lukonde Kenge. Il fut un grand combattant qui fut malheureusement lâchement assassiné sur la route Kikuchi. Alors nous devons tout voir dans ce sens-là. Nous devons le soutenir et nous devons démontrer à travers le monde, et en particulier au Congo, que Sama a une base. Sa base naturelle, c'est le Katanga. Pour Raphaël Mututa, cette messe était placée sous les signes de fraternité, preuve que le Premier ministre Sama Lukonde bénéficie du soutien de ses frères sur terrain. Revenons à Kinshasa où la fondation Mututa que dirige Clotilde Kapinga a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de réhabilitation de l'école Emmanuel Centre et de l'église anglicane du Congo Saint-Paul. La fondation Mututa s'est fait accompagner du directeur général de l'OVD. C'est un projet de réhabilitation qui voit le jour après le passage du chef de l'État dans les quartiers Kanluka. Nous sommes dans la commune d'Engaliema et cet établissement scolaire existe depuis 20 ans. Emmanuel Centre est un établissement scolaire du quartier, juste en face de la paroisse Saint-Paul de l'église anglicane du Congo. La fondation Mututa, qui soutient et accompagne les actions du chef de l'État, a pensé mettre en application la pensée selon laquelle les aspirations du peuple doivent être prises en compte. Une réhabilitation qui sera mise en exécution par l'entreprise Aron Sifou et Saïred, et cela pour une durée de 75 jours. Le président Fachi, c'est un homme de cœur, tout le monde peut le voir. Et nous qui l'accompagnons, partageons les mêmes sentiments. Et on ne pouvait pas rester indifférent devant tant de misère. Donc tout est déjà là, le matériel est là, ils verront la nouvelle école bientôt. Accompagné du directeur général de l'OVD, la pose de la première pierre s'est fait simultanément à l'école devant le promoteur et responsable de l'église pour marquer les débuts des travaux. Un motif de joie pour la notabilité du Kanluka. Je pense que l'église et l'école font partie d'un quotidien inadversible dans un pays. Quand on ne prie pas, on envoie les enfants à l'école. Nous sommes parmi les notables de ce secteur et je pense que le Kanluka a besoin d'un développement efficace parce qu'il y a une population ici qui a besoin d'aller en avant et il y a des enfants exceptionnels ici également qui ont besoin de l'instruction. Par ce geste, Clotilde Kapinga lance un appel aux personnes de bonne volonté pour permettre le bien-être et le développement socio-économique des communautés défavorisées. L'événement de clôture du projet Profit a réuni différents acteurs de la finance inclusive afin de présenter les résultats des actions menées, montrer son impact et permettre de tirer des leçons importantes. Une quinzaine d'institutions financières en provenance de la région minière de la RDC ayant pris part. Lancé en vue d'améliorer l'utilisation des services financiers formels par les MPME et ménages à faible revenu dans les régions minières, la clôture du projet pour la promotion de la finance inclusive a réuni les différents acteurs de ces secteurs. Présentation des résultats du projet Profit et des produits du savoir par la conseillère technique principale du Profit, Sylvia Serjou, mais également la signature du répertoire des interventions bénéficiées par la COPEC CAI et l'IMF SMICO. Trouver l'idée convaincante et je pense qu'il y a beaucoup de témoins, même parmi nous, qui nous expliqueront encore d'une manière beaucoup plus persuasive lesquels étaient les avantages d'une telle approche. Plus sensibiliser plus que 600 000 personnes en termes d'utilisation des services financiers. On s'est mis ensemble avec les banques pour élaborer des produits qui servent à une population plus marginalisée. Je voudrais alors pas seulement dire au revoir à ce projet qui a duré quand même 10 ans, mais qui laissera certainement ses fruits ici dans le pays. Intervention pour l'atteinte des objectifs, axée sur l'éducation financière, le développement de nouveaux produits et canaux alternatifs, et la recherche-action. Ce qui est le plus important, c'est que le programme m'a accompagné effectivement pour le lancement, pour l'étude de marché sur le Haut-Katanga. Et aujourd'hui, grâce à ce programme, on a pu faire l'extension du réseau d'achat bancaire. À noter que ces projets mis en place pour assurer la continuité du programme de développement du système financier de la coopération allemande en RDC, exécuté par GIZ et qui avait pris fin en mai 2019. En littérature, Justice pénale en RDC, c'est le titre du nouvel ouvrage dès l'école
criminologie de l'Université de Kinshasa, écrit par plusieurs auteurs sous la direction du professeur Raoul Kienge Intudi, et dont le vernissage est intervenu ce jeudi à Kinshasa. La salle du Centre de recherche en sciences humaines a servi de cadre à la cérémonie de baptême de 2 volumes de l'ouvrage « La justice pénale en République démocratique du Congo », un recueil de textes mis à jour au 31 décembre 2020, organisé par l'École des criminologies. Prenant la parole au cours de ces assises, le secrétaire académique à la recherche scientifique de l'UNIKIN, représentant du recteur empêché, affirme que l'université est porteuse de lumière, c'est ainsi qu'elle est appelée à faire des recherches et proposer des solutions concrètes. Le chef du département de droit pénal et criminologie de l'université de Kinshasa a précisé que ces ouvrages sont subdivisés en 5 tomes qui sont l'expression de l'économie pénale congolaise. L'instant qui a suivi a permis le vernissage de ces 2 volumes avec le baptême par la représentante du ministre de la Justice empêché qui a souhaité longue vie à cette œuvre scientifique. La loi sur la sous-traitance a des dispositions pénales. Le code minier a des dispositions pénales. La loi sur l'électricité a des dispositions pénales. Si on ne connaît pas tous ces textes, on ne peut pas effectivement les appliquer, on ne peut pas rendre la justice comme c'est prévu dans notre pays. Et voilà donc, nous avons, face à cette difficulté, nous avons fait le premier travail vraiment de recenser tous ces textes à caractère pénal dans notre pays. En fait, ce sont des textes qui permettent à quelqu'un de dire qu'est-ce qui peut un jour me conduire en prison. Il faut dire que cet ouvrage est une véritable contribution à la promotion de l'état de droit en République démocratique du Congo. En sport, je le disais en titre, Hector Raoul Cooper va quitter son fauteuil 13 mois après dans une correspondance lui adressée par le ministre des Sports Serge Condé au nom du gouvernement de la RDC. Il est reproché au technicien argentin des manquements à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale. La défaite contre le Soudan des Oro a été de trop, alors que la sélection A veut à tout prix se qualifier à la CAN. Aux dernières nouvelles, l'agent de Cooper arrive ce vendredi à Kinshasa pour finaliser les termes de cette rupture. Allez, on prend ce communiqué de la SENSAP. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet. Titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au 2e niveau L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés
Dès début juillet 2022, seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la CENSAP au numéro 082 99 08 482. Et on prend le rappel des principaux titres. Les FRDC dénoncent la nouvelle technique de l'armée rwandaise aux portes de la RDC. Déguisés en nouvelle tenue, des centaines d'hommes ont été identifiés le long des frontières. Visite du roi de Belge en RDC, les jeunes de la structure Lisanga Lumumba exigent du roi Philippe le pardon au regard des atrocités qu'ont vécues nos ancêtres du temps du roi Léopold II. Et en sport, c'est presque la fin du contrat avec Hector Cooper. La défaite contre le Soudan a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Serge Koundé rapproche aux techniciens argentins des manquements à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste scrutinée. Communiqué de presse. Suite à la constatation de transactions illégales dans le cadre de vente des biens immobiliers, les héritiers de feu Barthélemy Bisengimana Rwema s'opposent à toute action non approuvée concernant la succession. Ils informent que toute donation, toute vente de biens mobiliers et ou immobiliers jusqu'à ce jour en indivision de la succession BBR effectuée sans le consentement écrit à l'unanimité de tous les héritiers est nulle et non avenue à l'exception de la parcelle portant sur 24-28 6 avenue La Corniche, quartier Les Volcans à Goma, qui a été avalisée par tous les héritiers. Un liquidateur ou exécuteur testamentaire n'a pas le droit de vendre si tous les héritiers ne donnent pas leur consentement écrit. La dite donation ou vente sera alors considérée comme frauduleuse et sujette à poursuite judiciaire. Il en est ainsi des ventes effectuées ou projetées sur les biens de la dite succession situés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la RDC. C'est avec profond émoi qu'ils s'unissent dans le respect des valeurs familiales et de celui de leur père, feu Barthélemy Bisengimana Rwema, Kinshasa, le 7 juin 2022, Bisengimana Bahati, Ilaya Bisengimana, Joël Kampombole Zawadi, Bisengimana Maya, Van der Reysen Patricia, Van den Reysen Madeleine, Van den Reysen Robert.